les Qataris découvrent que la garantie de sécurité que leur offraient les Américains n'est pas éternelle, qu'elle n'est pas absolue. Euh, Beaucoup d'autres pays regardent ça et se disent finalement, est-ce que les Américains nous promettent de la sécurité, mais ils ne sont pas capables de tenir leurs promesses? Est-ce qu'on n'irait pas voir d'autres La Chine est là, la Russie est là. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, les membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique sont réunis en sommet extraordinaire à Doha et ils ont menacé Israël de représailles après son raid contre des cadres du Hamas au Qatar. Quels sont les leviers de ces pays ? Alors, essentiellement, c'est des pays qui ont des leviers économiques. Ce qui est très intéressant avec le dernier épisode de la guerre entre Israël et le Hamas, avec ces frappes dans le centre-ville de Doha, c'est que on va dire que peu ou prou, jusqu'à présent, les actions d'Israël étaient en phase globalement avec les intérêts américains. J'insiste sur l'importance de américains dans cette région, à la fois pour Israël et aussi pour les pays du Golfe. C'est-à-dire que Israël pouvait se permettre de frapper le Hezbollah, d'intervenir en Syrie, d'intervenir au Yémen. Les Américains aussi ont aidé Israël au Yémen. Et puis même en Iran, pendant cette fameuse guerre de 12 jours, où ils ont apporté quand même leur aviation avec les B-2 pour tenter de détruire les centres de recherche sur le nucléaire en Iran. Donc les Américains avaient des intérêts, on va dire, qui coïncidaient globalement, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord, avec ceux du gouvernement Netanyahou et d'Israël dans sa lutte contre le Hamas. Je rappelle que ce qu'accomplit Israël actuellement, c'est la promesse de Benjamin Netanyahou le soir du 7 octobre d'éradiquer le Hamas. Et très rapidement, on l'a peut-être un peu oublié, mais il avait dit le Hamas et ses alliés, le Hamas, où qu'il se trouve, pas simplement à Gaza, mais également en Cisjordanie, également à l'étranger. Et les Israéliens ont prouvé depuis qu'ils mettaient en action ce plan pour se débarrasser complètement de l'organisation. Euh, on peut mettre aussi le fait qu'ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense, s'était affronté avec Netanyahou, expliquant qu'on n'éradiquait pas une idéologie et que ce plan, en fait, finalement, allait trop loin. Dans la société israélienne, beaucoup de critiques pointent régulièrement sur où ça mène Israël. Mais en tout état de cause, c'est le plan. Et là, avec le Qatar, on se trouve face à un grand embarras de la part de Donald Trump, qui a eu Netanyahou au téléphone depuis. Le coup de fil n'a pas été des plus amicales. Il y a eu, Donald Trump reproche à Israël de violer la souveraineté du Qatar, de l'avoir fait alors que les États-Unis ont une base d'importance, leur principale base à Al-Udaï, au Qatar. C'est là où est basée leur flotte dans le Golfe Persique. C'est là aussi où le command center des forces américaines se situe. Et donc là, Israël se permet de faire une action contre des cadres du Hamas, en plus dans un processus de négociation, ce que Donald Trump aussi a souligné, parce que le Qatar a un rôle dans la négociation. Il a permis par 2 fois des libérations d'otages, des cessez-le-feu à Gaza. Et que là, la poursuite de cette politique d'éradication du Hamas met en péril un certain nombre d'équilibres, et notamment vis-à-vis de Donald Trump, qui est donc allié à Netanyahou, allié à Israël. Les Qataris se tournent vers les Américains, leur dit, écoutez, vous proposez un nouveau plan pour la région, vous avez fait les accords d'Abraham, qui ont été donc signés par les Émirats, le Bahreïn, le Maroc notamment, et vous proposez d'étendre ces accords d'Abraham, mais les accords d'Abraham ont un corollaire qui est la sécurité
garantie par les Américains des pays adhérents à ces accords et des pays renouant avec Israël. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que on va dire l'alliance entre le Qatar et les États-Unis, par exemple, qui s'est soldée il n'y a pas longtemps par une visite de Donald Trump à Doha, la promesse d'investissement qatari à la hauteur de 1300 milliards de dollars dans l'économie américaine, un avion de ligne offert à Donald Trump. Tout ça pour finalement s'assurer quelle sécurité quand on sait que les missiles israéliens, voilà. Donc, très important de considérer que la marge de manœuvre de ces pays est très étroite vis-à-vis d'Israël. Aucun n'a la puissance militaire capable de rivaliser avec l'État hébreu. Le Qatar a des deals de gaz avec Israël aussi qu'il peut interrompre. Donc, il y a ce qu'on a vu en fait, si vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est que des pays qui ont des relations parfois hostiles, notamment les Émirats arabes unis et le Qatar, le lendemain des frappes, Bin Zayed, le président des Émirats, était à Doha pour montrer sa solidarité. On rappelle quand même qu'entre 2017 et 2022, le Qatar a été sous embargo des Saoudiens et des Émiratis. Donc, là, qu'est-ce qu'il y a? Une sorte d'alliance. Il y a cette réunion, évidemment, qui cherche à trouver des moyens de riposter. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que donc, ça a tendance à renforcer l'alliance entre les pays arabes, mais surtout, ça met en porte-à-faux Donald Trump avec beaucoup de ses alliés dans la région. Et pour un résultat assez minime, puisque aucun des cadres visés n'a été éliminé. Régis, nombreux de ces pays du CCG sont dépendants militairement des États-Unis. À ce niveau-là, quelle est leur marge de manœuvre? Leur marge de manœuvre, elle peut pas être, je vous dis, elle peut être qu'économique. Comme il y a cette dépendance, les armées de ces pays, depuis de nombreuses années, sont composées ou de mercenaires ou de sociétés militaires privées. Après avoir fondé Blackwater et agi pendant la guerre en Irak, un personnage comme Eric Prince s'était même installé à un moment au Sultanat d'Oman pour organiser ses armées. On sait que l'armée saoudienne, tout est acheté en fait, y compris de l'armement français, puisque les Saoudiens possèdent des chars Leclerc, et un certain nombre de ces pays possèdent notre aviation, des avions fabriqués en France. Et donc en fait, il n'y a pas de marge de manœuvre possible, mais il y a l'arme économique, il y a aussi une considération, on va dire, géostratégique qu'il faut prendre en compte, c'est que les Qataris découvrent que la garantie de sécurité que leur offraient les Américains n'est pas éternelle, qu'elle n'est pas absolue. Beaucoup d'autres pays regardent ça et se disent finalement, est-ce que les Américains nous promettent de la sécurité, mais ils ne sont pas capables de tenir leurs promesses? Est-ce qu'on n'irait pas voir d'autres la Chine est là, la Russie est là. Vous savez, il y en a plein qui sont capables, qui frappent au portillon. Et voilà, de se dire finalement, devant cette absence de fiabilité des États-Unis liée à l'Israël et cette incapacité que semble manifester Donald Trump à contenir Netanyahou, eh bien, beaucoup s'interrogent. Voilà. Régis, cette volonté de Benjamin Netanyahou d'éradiquer le Hamas s'ancre aussi dans une déclaration de ce même Benjamin Netanyahou qui a déclaré il y a 4 jours « Il n'y aura pas d'État palestinien, cet endroit nous appartient » en évoquant la Cisjordanie. Que veut Israël et que veut Benjamin Netanyahou? Là, par contre, il y a une sorte d'accord avec Trump. On l'a vu hein, quand Trump a provoqué l'émoi et les moqueries quand il a expliqué qu'il allait transformer Gaza en Côte d'Azur. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. C'est vraiment le businessman Trump, entrepreneur immobilier qui s'imagine comme ça d'un coup de baguette magique. Ensuite, on a réfléchi parce que le même Donald Trump a expliqué que ça ne serait pas pour les Palestiniens, en gros. Que ceux-ci devraient aller en Jordanie et en Égypte. Et c'est là où l'approche de Trump est la plus, à mon sens,
trouve ses limites assez rapidement, c'est que il y a cette volonté chez lui d'évacuer systématiquement le contexte historique des pays et leur passé, leurs traditions, leurs racines et on va dire leur configuration politique. Trump semble ignorer que une population palestinienne en Égypte, c'est en gros renvoyer des cadres des frères musulmans en fait dans le pays qui a combattu toujours les frères musulmans. Donc l'incompatibilité des Égyptiens avec les Palestiniens est liée justement à ce caractère historique du fait que les frères musulmans sont nés en Égypte et qu'ils ont même été jusqu'à éliminer le président Sadat, Anwar el-Sadat. Donc l'Égypte a une très mauvaise expérience. Donc renvoyer 2 millions d'habitants de la bande de Gaza en Égypte, c'est proprement incompréhensible. Impossible du point de vue égyptien. Et puis, vous avez un peu la même chose avec Septembre Noir en Jordanie. Donc, finalement, ça, Trump me semble complètement étranger à ça. Mais ce qui n'empêche pas que les Égyptiens et les Jordaniens négocient aussi, sont partie prenante dans la négociation pour la libération des otages israéliens. Et le problème étant qu'aujourd'hui, le principal artisan de ces négociations, c'est-à-dire le Qatar, est aujourd'hui finalement se retirera de ces négociations. Et c'est un vrai problème parce que toute l'architecture qui avait permis, qui avait vraiment du poids sur les cadres du Hamas qui restent dans la bande de Gaza, parce que le Hamas, faut pas se leurrer, c'est pas Khaled Meshal ou d'autres négociateurs, Walaya, Khalif Alaya, qui va dire obliger les gens de Gaza, enfin la structure du Hamas à Gaza, de libérer les otages. Ça ne sera pas comme ça. C'est Gaza qui décide. Donc le vrai problème, il est là, c'est que quand il y avait un levier qui était le levier du Qatar, qu'on décide finalement d'éliminer les cadres qui négocient, dans quel but en fait? Parce que c'est évident que s'ils avaient été tués, même ils sont toujours en vie, mais aujourd'hui cette filière qatari ne marchera plus pour négocier. Ça, c'est une des conséquences principales. Eh bien, on ne sait pas très bien qui va négocier. Alors l'Égypte, peut-être, la Jordanie, mais en tout cas, ça sera nettement moins efficace. Et on n'est pas du tout. Donc, quelque part, le sort des otages israéliens à Gaza est quand même très, très compromis aujourd'hui. Régis, peut-on considérer rationnellement une annexion de la Cisjordanie par Israël ? C'est ce qu'a dit Netanyahou. Et soutenu par Marco Rubio. Oui, tout à fait. La visite de Marco Rubio est intéressante parce que Marco Rubio n'est pas simplement le secrétaire d'État, c'est aussi un néoconservateur américain. D'ailleurs, je rappelle au passage que Omerta vient de publier un hors-série, pas un hors-série, un numéro consacré justement à ces différents conflits qui s'appelle l'offensive des néoconservateurs. Et cette offensive, je l'ai là, voilà, l'offensive des néoconservateurs, qui vient fort justement, on est un peu porté par l'actualité, montrer les limites du système Trump. C'est-à-dire que Trump se heurte justement à cette vision, et il a dans son administration un personnage, Marco Rubio, qui est néoconservateur lui-même, et dont finalement les intérêts coïncident peu ou prou avec ceux du gouvernement Netanyahou aujourd'hui. Régis, la tension entre Ankara et Tel Aviv se multiplie. Jusqu'où peut aller Israël? Et est-ce qu'Israël peut-il se permettre une confrontation militaire avec une puissance pareille? Alors la Turquie, effectivement, c'est intéressant parce que la Turquie, on l'a un peu oublié aussi, depuis le début du conflit à Gaza, a toujours été verbalement très offensive. À la différence du Hezbollah au Liban ou même de l'Iran ou des Yéménites, des Houthis yéménites, il n'y a pas eu d'action militaire. La Turquie n'est pas rentrée militairement en conflit avec Israël, mais verbalement a promis plusieurs fois d'apporter sans que ça débouche. Donc il y a une animosité qui est assez réelle. Aussi, il y a la question de Chypre qui devient
problématique. C'est-à-dire que l'île de Chypre, qui est conquise à moitié, le nord de Chypre appartient à la Turquie et le sud est un pays indépendant avec des liens avec l'Union européenne et deux bases britanniques. Une partie des avions de chasse israéliens lors des différents raids particuliers pendant la guerre contre l'Iran, sont allés se ravitailler, vont régulièrement se ravitailler. Israël a pas mal d'intérêt aussi, commence à aussi... il y a une présence israélienne très forte dans cet endroit qui évidemment irrite passablement Ankara, qui voit une forme on va dire, d'expansionnisme israélien. Et on s'interroge, oui, sur le fait que ça pourrait être aussi source de conflit. Alors, bon, à la différence de l'Iran, qui avait tout misé sur le balistique, l'armée turque, elle, est plus classique, entre guillemets, mais elle est assez redoutable. Elle possède une aviation, pour le coup, ce qui n'était pas le cas de l'Iran. Et pour Israël, s'il devait y avoir confrontation, ça serait très compliqué. Et la chose la plus compliquée, ce serait aussi que si confrontation il y a dans les projets d'expansion de Netanyahou avec la Turquie, ça voudrait dire qu'Israël attaquerait un pays de l'OTAN. Et donc là, on est quand même dans une configuration hautement improbable, me semble-t-il. Mais quand même, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, les intérêts israéliens, enfin les intérêts du gouvernement Netanyahou, ces projets d'expansion, ces projets de remodelage de la région se font au détriment d'agendas de pays comme la Turquie, de pays comme les États-Unis aujourd'hui, et que là, on touche peut-être aux limites de l'exercice, en sachant également qu'il faut garder un œil sur l'Iran. Pour moi, il n'est pas du tout impossible qu'Israël imagine éliminer le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Ça ne s'était pas fait pendant la dernière guerre. C'est-à-dire qu'il était... Trump aimait dire oui, on sait où il est, mais on va pas le tuer. J'ai ordonné aux Israéliens de ne pas l'éliminer. Rien ne dit que demain il ne va pas être éliminé et que ça sera un nouveau conflit avec l'Iran. Merci Régis. Merci beaucoup Aïcha. Bonne journée.